Bonjour Monsieur Baraton. Bonjour. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Bon, un parcours scolaire que je qualifierais aujourd'hui de quelconque. J'étais un enfant qui n'était mauvais en rien, mais qui n'était pas bon non plus en pas grand-chose. J'étais donc sur l'extrême, j'allais dire, j'étais je ne sais pas où j'étais d'ailleurs. Voilà, j'étais rêveur, j'avais envie d'être photographe. Et finalement, les études ne m'intéressaient pas beaucoup. Moi, je recherchais la liberté, le contact avec la nature. Donc, je ne me suis pas beaucoup investi. Tant et si bien qu'à l'âge de 16 ans, mes parents, un peu désespérés, m'ont placé d'autorité dans une école horticole où j'ai végété durant 3 longues années pour finalement me retrouver comme caissier à Versailles. Je faisais payer les voitures qui se rendent dans les jardins. Donc ma scolarité a été relativement brève, relativement courte. Elle a été en partie horticole, mais finalement, c'est après que j'ai commencé à travailler, que j'ai vraiment décidé de m'intéresser à la culture, à l'éducation et à reprendre, j'allais dire, une scolarité interrompue trop tôt. Et vous êtes aujourd'hui jardinier en chef au château de Versailles. À quel niveau avez-vous débuté à Versailles? Quel âge aviez-vous? Et comment devient-on le jardinier de Versailles? Alors, je suis rentré à Versailles le 1er juillet 1976, pour être précis. J'ai trouvé un job d'été pour me payer mes vacances, donc aux caisses du parc. Les voitures peuvent accéder dans les jardins, enfin en partie, bien évidemment. Donc j'avais trouvé ce job d'été et on m'a proposé en septembre de la même année un emploi dans les jardins. Donc j'ai vraiment débuté à Versailles comme aide jardinier stagiaire. Nous sommes en septembre 1976. En 1978, 2 ans plus tard, je deviens jardinier mosaïste par concours, ce qui correspondrait aujourd'hui à un jardinier hautement spécialisé. Et puis très rapidement, je me rends compte que je vais m'ennuyer, que j'ai besoin d'initiative, que j'ai besoin de prendre également des décisions. J'estime que la gestion des jardins d'alors ne me convient pas. Je ne critique pas ce que faisaient mes prédécesseurs, mais quand on a 20 ans, forcément, ça ne vous plaît pas. Et je décide de me présenter au concours de jardinier en chef en 1981. Je suis âgé de 24 ans. Tout le monde sourit à l'idée que je puisse réussir au concours. Je suis reçu. J'ai la chance d'être premier. Je peux donc choisir mon affectation et c'est Versailles. Une journée de travail à Versailles, ça consiste en quoi exactement? Quel est le rôle d'un jardinier aujourd'hui? C'est très compliqué parce que mes journées sont très lourdes car j'ai différentes activités, je suis à la radio, à la télévision, j'écris des livres et bien sûr je dirige les équipes en charge du domaine de Versailles. Alors ma journée commence généralement tôt, 7h, 7h30 le matin. Mon rôle principal est d'être un chef d'orchestre. Chaque jardinier est un musicien, j'ai une partition finalement à jouer. Cette partition a été écrite par d'autres avant moi. Mon rôle est de coordonner le travail des équipes, de synchroniser avec celui des entreprises privées. Mon travail principal consiste à présenter le domaine au mieux et surtout le transmettre aux générations futures en parfait état. Donc ce sont des journées extrêmement compliquées, car en plus du travail administratif et technique, il y a un rôle de représentation et de conseil. Je dois donc me rendre régulièrement en conférence un petit peu partout en France, voire à l'étranger. Donc un jardinier en chef à Versailles se lève tôt, termine tard, a peu de temps libre, travaille beaucoup, mais il est heureux de ce qu'il fait. Donc il n'a pas le sentiment que ce travail est une contrainte, mais au contraire une joie. Et vous avez une équipe de combien de personnes Alors qui travaillent? il est toujours très dur de chiffrer le nombre de jardiniers qui œuvrent dans les jardins parce qu'il n'y a pas que des jardiniers. On peut estimer aujourd'hui que tous les jours à Versailles dans les jardins, 60 à 70 jardiniers titulaires de leur poste travaillent. Ils sont renforcés par une quarantaine de vacataires, stagiaires ou apprentis et d'une dizaine d'entreprises privées. Pour faire simple, on peut donc estimer qu'en moyenne sur une année, entre 100 et 150 personnes travaillent tous les jours sur un parc qui fait toutefois 850 hectares, ce qui n'est donc pas énorme. Pourquoi le nôtre est le seul jardinier mondialement connu? Parce que je crois qu'il est difficile de briller près du roi Soleil. Quand on a Versailles avec Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, on y rajoutera par la suite Napoléon et De Gaulle. Quand on sait que les grands artistes ont tous travaillé à Versailles, quels qu'ils soient, les architectes, Levaux et Mansart, les décorateurs et peintres comme Lebrun, mais également les artistes, je pense à La Fontaine, à Molière. Comment voulez-vous qu'un jardinier
puisse, j'allais dire, avoir une gloire posthume. Et c'est vrai que André Le Nôtre, lui, a pu avoir un nom qui se transmet encore aujourd'hui de bouche à oreille. Je crois tout simplement que cela est dû au talent incontestable d'André Le Nôtre, car même s'il m'arrive d'égratigner cet homme, je constate que son travail est un travail de haute précision et qu'il a été capable simplement de nous créer des jardins qui finalement sont comme figés dans le temps. Ils ont l'avantage d'être, je dirais presque immortels. Donc quand vous concevez un jardin en 1650, 60 ou 1700 et que vous êtes capable aujourd'hui de revoir le jardin dans le même état qu'il était lorsqu'il fut conçu, c'est donc du génie, et Le Nôtre était un homme génial, c'est pour ça qu'il est le seul à être connu. Le potager du roi est-il toujours en activité? Quelles sont ses fonctions? Alors il y a deux potagers. Il y a le potager du roi qui ne dépend pas du château de Versailles, qui est une entité indépendante qui relève du ministère de l'Agriculture. Les terres appartiennent à Versailles, mais les équipes sur place, elles, ne dépendent pas du domaine. Mais nous avons créé depuis maintenant 3 ans un potager, le potager de la Reine, qui est près du Petit Trianon et qui a pour fonction principale de produire des légumes sains, des légumes de qualité. Et nous avons d'ailleurs j'allais dire un client, même si le terme n'est pas très adapté, nous avons un partenaire qui s'appelle Alain Ducasse. Et je suis très heureux de constater qu'aujourd'hui, au hameau de la Reine, le potager qui fournit des légumes a peut-être permis, c'est l'une des versions du Michelin, à Alain Ducasse pour le Plaza Athénée, d'obtenir sa 3e étoile. Et notre potager vient également d'être accepté par le Collège culinaire de France. Donc je suis relativement heureux, comment dire, de cette nomination. Donc il y a 2 potagers, un qui fonctionne et qui fournit un restaurant triplement étoilé, et le potager du roi qui ne dépend pas du domaine de Versailles. Il a toujours été situé au même endroit? Alors les deux potagers ont toujours existé. Celui du potager du roi existe depuis sa création par la Quintini, alors, jardinier hors du commun, qui n'a pas la gloire de Le Nôtre, et c'est injuste, il méritait, comment dire, d'avoir beaucoup plus j'allais dire, d'éloges après son décès. J'estime même que la Quintini est supérieure à Le Nôtre dans l'art du jardinage. Et le potager de la Reine, aujourd'hui, qui est situé à l'emplacement des pépinières de Louis XV, donc qui continue aujourd'hui de s'exercer dans un lieu où l'on a toujours pris l'habitude de produire des végétaux. Eh ben, Y a-t-il beaucoup de femmes dans vos équipes? il y en a de plus en plus. J'ai été le premier à recruter les femmes dans les jardins en 1981, et je constate avec plaisir qu'elles sont de plus en plus nombreuses, elles ont de plus en plus de postes de responsabilité, et j'en suis très heureux, car j'ai toujours considéré, je ne plaisante pas, que la femme est supérieure à l'homme, supérieure dans la subtilité, la finesse, la réflexion. Il y a de plus en plus de femmes dans les jardins, et j'en suis très heureux. J'ai été le premier à recruter dans les jardins des femmes. À l'époque, la corporation voyait ça d'un mauvais œil. Les femmes étaient considérées comme trop sensibles, trop fragiles, incapables de réaliser des travaux qui demandent de l'énergie et de la force. Et je constate que les femmes sont bien plus résistantes que les hommes. Elles apportent cette petite touche également de sensibilité, cette réflexion qui calme parfois des équipes masculines un peu turbulentes. Et finalement, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Elles sont de plus en plus également responsables des secteurs et des équipes. Et je constate d'ailleurs que le service des jardins, grâce aux femmes, a considérablement évolué. Il y a 30 ou 40 ans, un service de jardin était composé exclusivement de garçons un petit peu bourrus, qui ressemblaient plus à un milieu, je dirais, agricole, qu'à la société en général. Aujourd'hui, un service de jardin comme celui de Versailles, eh bien, représente la société française telle qu'elle est vraiment. Il y a des jeunes et des moins jeunes, il y a des beaux et des moins beaux, il y a des intelligents et des moins intelligents, il y a des souriants, il y a des grincheux, il y a des gens très diplômés, d'autres qui ne le sont pas. Donc je crois aujourd'hui, l'image parfaite de notre société, et les femmes ont grandement contribué à faire que le service des jardins a pu s'extraire de cette image qu'il avait autrefois qui n'était pas très positive. Il y a 200 ans, les techniques de travail étaient-elles les mêmes qu'aujourd'hui? Les techniques n'ont finalement pas vraiment changé. La méthode d'application, elle, a évolué. On emploie toujours le sécateur ou la cisaille pour tailler les haies. On plante toujours les plantes avec des petites houlettes. Simplement,
Nous avons des dispositifs aujourd'hui plus modernes. Nous ne mettons plus de bois dans les serres pour les chauffer, mais nous avons du gaz. Nous avons un peu oublié le cordeau pour que les haies soient parfaitement taillées. On emploie aujourd'hui le guidage laser. Donc la technologie moderne est venue à notre secours, mais nous continuons d'avoir les gestes ancestraux. Donc le jardinier a été capable de faire preuve de modernisme, d'utiliser les nouvelles techniques sans pour autant renier celles qui avaient construit le métier. Et comment faisait-il pour tailler, par exemple, des arbres Alors les aussi jardiniers ont hauts? toujours été très ingénieux. Ce sont eux, par exemple, qui ont inventé ce qu'on appelle l'échenilloir. L'échenilloir, c'est un sécateur monté sur perche qui permet, tout en restant à terre, de couper une branche en altitude. À Versailles, certaines haies atteignent 13, 14, 15 mètres de hauteur. Aujourd'hui, ce sont des nacelles élévatrices qui nous permettent d'accéder à ces hauteurs-là. Autrefois, il y avait de gigantesques escaliers montés sur roues, des échelles, qui permettaient aux agents d'être en hauteur. C'était donc un travail extrêmement périlleux, extrêmement dangereux, qui demandait beaucoup de main-d'œuvre, parce que vous aviez un homme en haut d'une échelle ou d'un escabeau géant, avec une faucille fixée sur un manche souple, et avec à la base 2 ou 3 agents pour pousser cette installation montée sur roue. Fort heureusement, ces techniques ont un petit peu changé, donc on utilise aujourd'hui des technologies de sécurité et modernes, mais finalement l'acte de travail, lui, ne change pas. Utilisez-vous des produits bio? Est-ce que les tilleuls dans le parc du château sont comestibles? Pourquoi vous ne les commercialisez pas? Alors, aujourd'hui, la mode est au bio et nous n'avons pas attendu qu'elle le soit à la mode pour devenir respectueux de l'environnement. Depuis 1999, nous ne déversons plus dans les jardins une seule goutte de pesticides. Les seuls produits chimiques que nous mettons encore sont les désherbants parce que nous n'avons pas trouvé de moyens d'entretenir correctement les allées sans mettre des produits chimiques. Précision, le potager de la Reine qui fournit le restaurant d'Alain Ducasse ne reçoit aucune goutte de produit, pas même de désherbant. Alors on ne met pas non plus de produits bio, ou très très peu, simplement nous mettons en place des procédés culturels ou culturaux qui nous permettent de respecter le cycle végétal, et la plante n'a pas besoin de produits quand elle est cultivée de manière intelligente. Vous installez un arbre, un arbuste ou une fleur, dans une terre qui lui convient, avec une exposition parfaite. Vous ne malmenez pas votre terre, vous respectez la plante, vous n'avez aucune raison de traiter. Une plante, c'est comme un être vivant. S'il mange sainement, s'il est libre, s'il est heureux, il est généralement en bonne santé. Oui. Et pour la question des tilleuls dans le parc du château? Il y a quantité de végétaux à Versailles qui pourraient être exploités. Nous n'utilisons pas les tilleuls, et en particulier les fleurs, pour en faire des tisanes, mais nombre de touristes savent que nos tilleuls sont comestibles et ils ne se privent pas tous les ans en été pour venir récolter les fleurs. Vous les laissez donc récolter quelques-unes? Nous, on ne fait pas encore de la récolte de fleurs. D'accord. Voilà, on a suffisamment de récoltes, donc nous ne faisons pas dans la tisane. Ça aurait pu. La relation des Français avec le jardin a considérablement évolué au fil des années. Parlez-nous de ce loisir. Oui, c'est un loisir qui était autrefois considéré comme réservé aux oisifs, aux retraités, à ceux qui n'avaient rien d'autre à faire. Et c'est navrant, parce que l'art du jardin, le plaisir du jardin, c'est une activité saine, qui permet d'entretenir et son corps et sa tête, qui permet de se distraire, qui permet aussi parfois de se soulager de tous les maux de la société. Quand on jardine, on est bien, on est ailleurs. C'est aussi un loisir qui permet à toute la famille de communier ensemble, de se livrer à une passion collective, et en plus c'est un passe-temps qui permet de réduire les coûts de vie. Lorsque l'on sème soi-même ses propres légumes, on réduit forcément la facture lorsque l'on fait les courses. Alors il y a 30 ou 40 ans, le jardinier amateur était considéré un petit peu comme un pecno. Fort heureusement, tout cela change, et il suffit aujourd'hui de voir l'engouement en France pour les médias de jardin, voir les émissions de jardin à la télévision ou à la radio, et voir les fêtes des plantes pour se rendre compte que, enfin, le jardinage est considéré comme une activité respectable, fait de plus en plus d'envieux. Nous n'avons pas encore atteint le niveau des Anglais pour leur passion, mais nous sommes en train de nous en approcher, et c'est tant mieux.
Aujourd'hui, il y a un effort, et effectivement, en matière du jardin, on voit de plus en plus d'écoles maternelles qui ont un petit potager. On voit de plus en plus aujourd'hui d'élèves qui s'intéressent à la vie d'un arbre, sa croissance, sa multiplication. Il y a un engouement nouveau. Et je crois que cela est dû au fait que la planète est malade et que l'on sait que c'est en prenant soin des arbres chez soi, ce que nous voyons, qu'on peut commencer à soigner l'ensemble. Quels seraient vos conseils pour un particulier qui souhaite jardiner en hiver? Quel type de plantes pousse en hiver? De se faire plaisir et de ne pas chercher à contraindre la nature. Le jardin ne doit pas, ne doit pas devenir une activité intellectuelle ou trop compliquée. Je dis souvent qu'en hiver, il faut regarder ce qui pousse autour de chez soi pour faire à peu près la même chose. Planter au nord de la France des oliviers ou des palmiers, c'est grotesque. Il y a de fortes chances que la plante ne résiste pas. Mais on peut parfois avoir des surprises. Il y a des arbousiers qui vivent en région parisienne. J'ai vu des mimosas. Il y a un pied de mimosa qui vit en plein cœur de Paris et qui est magnifique. Donc je crois que quand on veut jardiner en hiver, il ne faut pas trop se bousculer. En hiver, la nature dort. Il faut donc la respecter et se dire finalement que l'hiver, c'est la veille du printemps. Alors je crois qu'il vaut mieux en profiter pour faire comme le jardin, se reposer, dormir un petit peu et attendre le printemps où là, dans un jardin, on peut absolument tout faire. Dans les parterres de fleurs, y a-t-il plus de plantes vivaces que de plantes annuelles? Plante-t-on les mêmes arbres que sous Louis XIV? Alors, il y a beaucoup plus de plantes annuelles que vivaces. Généralement, nos parterres sont constitués d'annuelles plantés au printemps et arrachés à l'automne dès que les gelées ont commis quelques dégâts. Il y a quelques plantes vivaces, mais qui sont réparties sur l'ensemble du domaine. Pour ce qui est des arbres, non, ce ne sont pas les mêmes arbres, ou pas toujours les mêmes arbres qu'autrefois. Sous Louis XIV, l'immense majorité des arbres étaient des ormes. Mais une maladie a décimé cette essence végétale et les arbres ont dû être remplacés, et en particulier par des tilleuls. Mais partout où cela est possible, nous remettons les arbres tels qu'ils étaient à l'époque. C'est la raison pour laquelle, il y a 10 ans, ce sont les marronniers qui ont été plantés le long du tapis vert, car du temps de Louis XIV, c'était les marronniers. C'est pour cela que les arbres qui sont plantés devant le Petit Trianon sont des peupliers, car du temps de Marie-Antoinette, il y avait des peupliers. Donc on essaye de se mettre au plus près de ce qui existait du temps de la création du jardin, mais il y a toutefois eu quelques modifications, avec en particulier la disparition des ormes. Après la Révolution, le domaine de Versailles a été démantelé. Des fermes, des terres et des bois ont été revendus. Quelle est aujourd'hui la superficie des jardins de Versailles? Quelle est l'étendue du domaine? Sous Louis XIV, la surface totale du domaine était de 8500 hectares, ce qui est colossal. C'était, je crois, clos par 43 km de murs, un mur percé par 22 portes monumentales. Ah oui. Alors aujourd'hui, il ne reste que, mais quand je dis que, c'est comme une très belle surface, il reste 850 hectares de terrain. Les 2 tiers sont des bois et des bosquets. Il y a un jardin à la française, un jardin champêtre, un jardin anglo-chinois. Donc c'est un très vaste domaine. Pour les Parisiens, cela correspond à la surface du bois de Boulogne. Donc il y a encore de très jolis restes de ce jardin qui, sous Louis XIV, était toutefois 10 fois plus grand. Ouais, c'est impressionnant. Oui. En 1999, les États-Unis ont-ils aidé financièrement au reboisement des jardins de Versailles? Il y a aujourd'hui une sorte de fantasme qui laisserait supposer que les Américains sont ceux qui donnent le plus pour l'entretien ou la restauration des jardins. Alors il y a eu de très grands mécènes américains, je pense à Rockefeller qui bien évidemment a permis à Versailles d'être sauvé. Si aujourd'hui Versailles est visité, on le doit à Rockefeller. On doit aussi à Rockefeller par exemple d'avoir reconstruit ou restauré la cathédrale de Reims par exemple. Donc effectivement les Américains ont beaucoup donné d'argent et ils continuent de le faire, mais il y a aussi quantité de mécènes qui sont suisses. Je pense à M. Hayek et les montres Breguet qui ont permis la restauration du Petit Trianon. Je pense à la société Vinci, société française à qui l'on doit la restauration de la Galerie des Glaces. Donc finalement aujourd'hui, je dirais que tous les peuples au monde donnent pour Versailles, les Américains, mais ils ne sont pas les seuls. Que pensez-vous des différents films qui ont été tournés à Versailles? Moi, j'aime bien parce que j'ai quand même une vie assez extraordinaire.
Je suis rentré en 1976 à Versailles et j'ai déjà déjeuné avec Marie-Antoinette. Marie-Antoinette sous les traits d'Emmanuel Béard ou de Jane Seymour. J'ai rencontré la duchesse de Polignac sous les traits de Claudia Cardinal. J'ai rencontré des gens comme Danton qui était interprété par Gérard Depardieu. Donc j'aime bien l'idée que Versailles sorte de décor à un tournage parce que justement le lieu s'y prête et que cela est une manière encore de magnifier notre travail. Lorsque l'on regarde par exemple le film de Sofia Coppola, le Marie-Antoinette, et que l'on voit les scènes tournées sur le domaine de Marie-Antoinette, eh bien je me dis finalement que ce théâtre, ce décor magnifique, nous le devons en partie aux jardiniers d'aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup les tournages de films, ils contribuent à la bonne réputation des lieux, contribuent à transmettre une image dans le monde entier, et puis je crois que c'est le rôle de Versailles également, de ne pas seulement être un musée, un lieu, j'allais dire, d'histoire, mais aussi un lieu de fête, un lieu de transmission, un lieu vraiment d'activité culturelle. Vous n'êtes pas seulement jardinier en chef, mais aussi chroniqueur sur France Inter et auteur de plusieurs livres. Citons notamment pour les plus récents Vice et Versailles, Je plante donc je suis, L'amour à Versailles, ou encore La véritable histoire du jardin de Versailles. Quel est celui que vous avez le plus de plaisir à écrire? Quel est celui qui a le plus été vendu? Est-ce que certains de vos livres sont traduits en plusieurs langues? Celui que j'ai eu le plus de plaisir à écrire, c'est le prochain. On a toujours du plaisir à écrire. Je suis en train d'écrire un livre qui parlera du camélia de ma maman, par exemple. L'occasion de parler de l'histoire du camélia et de parler de ma maman. Le livre dont je garde le plus beau souvenir est Le jardinier de Versailles, parce que ce livre était le premier, j'allais dire, grand public que j'écrivais. Les livres avant Le jardinier de Versailles étaient des livres uniquement de jardinage. Là, c'était pour la première fois un livre qui demandait un petit minimum de littérature et d'écriture. Et j'ai été surpris par l'accueil des médias, où effectivement, j'ai été dans tous les médias et je n'ai eu que des critiques très élogieuses, donc j'étais extrêmement admiratif. Le livre qui s'est le plus vendu, c'est L'amour à Versailles, car dès l'instant qu'on parle un petit peu de coquinerie, dès qu'on parle de sexe, immédiatement, c'est plus vendeur. Mais en fait, j'ai écrit L'amour à Versailles, je le dois à Philippe Bouvard. Car lorsque j'avais écrit Le jardinier de Versailles, Philippe Bouvard m'avait invité aux grosses têtes, et dans le livre Le jardinier, il y a une ou deux pages coquines, mais sans plus. Et il m'avait beaucoup interrogé sur ces 2 pages, et il m'avait dit que je devrais écrire un livre sur le sexe à Versailles, parce que vraiment, ça devrait marcher. Et j'ai constaté que dans Le jardinier de Versailles, tous les journalistes me parlaient surtout de ces 2 petites pages. Donc j'ai décidé de ne faire que des pages sur la coquinerie, et j'en suis très heureux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être traduit en Italie, aux États-Unis et au Japon. Bravo. Je ne sais pas, mais bon. Donc, je suis effectivement traduit à l'étranger. Et le prochain livre sera sorti à quel moment? Alors, j'espère qu'il sorte au printemps, mais encore faut-il que je le rende dans les délais. J'y travaille, j'ai beaucoup de projets d'écriture, j'ai beaucoup d'activités. Et puis, avec l'âge, je commence à prendre mon temps également. C'est-à-dire que je ne veux plus supporter les contraintes des éditeurs. Ils attendront si nécessaire, parce que je ne veux pas non plus précipiter les choses. Je veux prendre le temps. Le Camélia de ma mère, c'est un petit ouvrage sans prétention et modeste qui me permet de raconter l'histoire d'une plante au parcours incroyable. Combien de personnes ignorent aujourd'hui encore que c'est avec des feuilles de camélia que l'on fait du thé, par exemple. Donc je raconte toute cette histoire. Voilà. Mais j'aime bien l'idée maintenant de prendre un petit peu mon temps. Et je veux aussi profiter de la vie, j'allais dire, peut-être davantage. Merci, Monsieur Baraton. Et puis, on vous souhaite plein de projets futurs. Eh bien, j'espère. J'espère, mais ça ne devrait pas s'arrêter de sitôt. J'ai beaucoup de projets d'écriture jusqu'en 2020, je crois.